Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, report de la manifestation de l'opposition en Guinée. Initialement prévue pour ce 30 avril, elle a été ajournée au 4 mai 2015, officiellement pour des contraintes logistiques. Le président Faure Gnassingbé, vainqueur de l'élection présidentielle au Togo, l'opposition par la voix de son leader Jean-Pierre Fabre dénonce un coup de force électoral et puis une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation. Tel est le thème du sommet extraordinaire de la SADC qui s'est ouvert ce mercredi à Harare au Zimbabwe. Mais avant de développer ces titres, regain de tension au Mali. 2 militaires et un enfant ont été tués lors d'un assaut de groupes rebelles ce mercredi à Goudam, près de Tombouctou. Le même jour, la localité de Léré, située près de la frontière mauritanienne, a été le théâtre d'affrontements entre l'armée et des rebelles. Une reprise des hostilités qui pourrait fragiliser le processus de paix, puisqu'elle intervient à quelques jours de la date fixée pour la signature d'un accord entre les groupes rebelles et les autorités de Bamako. En Guinée, l'opposition prévoyait d'organiser une manifestation ce jeudi 30 avril. Elle a finalement été reportée au 4 mai prochain et s'annonce d'envergure nationale. Point de discorde entre la majorité et l'opposition, le calendrier électoral qui repousse l'élection présidentielle au mois d'octobre 2016. Le point tout de suite avec Ibarat Ndiaye. En Guinée, l'opposition a décidé de reporter sa manifestation prévue ce jeudi 30 avril à lundi prochain. Le dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition est devenu tendu depuis plusieurs semaines. Pour cause, le calendrier électoral qui fixe la présidentielle au 11 octobre 2015 et les élections locales fin mars 2016. Ce scrutin devrait précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors du dialogue interpolitique guinéen de juin 2013. Mais pour le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Gassama, le dialogue est le seul moyen pour la Guinée de sortir de cette impasse. Le gouvernement a exprimé sa position, la CENI a fait une proposition, comme l'a dit le ministère des Nations Unies. Je pense que ce qui est important, il est manifeste qu'il y a un désaccord sur ce point. Ce qui est important, c'est épargner nos concitoyens de violences. Nous savons que les manifestations produisent toujours des violences en Guinée, endeuillent les familles. Ce qui est important, c'est d'aller au dialogue, discuter et se mettre d'accord sur ce qui serait bon et pour la stabilité du pays et pour la continuation de notre processus de démocratisation. Il y a un désaccord, le gouvernement a tendu la main, l'opposition, et je profite de l'occasion pour encore lancer une nouvelle fois un appel dans ce sens, il faut aller autour de la table de discussion et du dialogue. C'est autour de cette table que des décisions définitives et finales pourraient être trouvées. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques déplore ce climat tendu qui menace la paix sociale dans le pays. Il dénonce la violence lors des manifestations. Lorsqu'il y a des manifestations, les violences peuvent venir de part et d'autre. Nous savons qu'au niveau des manifestants, il y a des gens qui usent de la violence. Des violences qui sont graves pour notre pays. Il y a aussi des actes de violence de la part des forces de l'ordre. Ce que moi je dis en tant que ministre des Droits de l'Homme, on ne peut pas ensemble continuer à créer les conditions d'une violence et après s'en plaindre. Ce qui est responsable, c'est qu'il y a des désaccords, il faut aller autour de la table. Et aussi au-delà de cela, il faut que nous sanctionnons ceux qui usent de la violence, des manifestants qui caillassent les forces de l'ordre, qui s'en prennent aux paisibles citoyens. Il y a des forces de l'ordre qui usent de la violence alors que leur mission est de maintenir l'ordre public. Ceux-là aussi doivent en répondre devant la justice. La loi doit être la même pour tous. Sur le plan diplomatique, les tractations se poursuivent. Mohamed Ibn Chambas, le chef des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, en visite dans le pays, espère amener toutes les parties au dialogue et notamment à la mise en place d'une feuille de route commune. Au Burundi, le Sénat saisit la Cour constitutionnelle sur la légalité d'un possible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza contesté. L'instance devra se pencher sur l'interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution au cœur de la controverse. Mais l'opposition et la société civile restent pour le moins sceptiques sur le processus, jugeant la Cour constitutionnelle inféodée au pouvoir burundais. Le président Faure Gnassingbé rempile pour un troisième mandat présidentiel au Togo. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du 25 avril dernier avec 58,75% des suffrages contre 34,95% pour son principal rival Jean-Pierre Fabre. Ibrahima Dioumaba.
Au Togo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante mardi soir. Selon ces résultats, le président sortant Faure Gnassingbé s'en sort avec 58,75% des voix contre 34,95% pour son principal challenger, Jean-Pierre Fabre. L'opposition a très vite crié à la fraude. Les résultats qui ont été proclamés ne font pas l'objet d'un consensus au niveau de la CENI, ce qui, à mon avis, pose un grave problème de crédibilité de ces chiffres qui sont donnés. Je constate aussi que le général Sangaré, qui était un peu une caution morale pour le travail qui était fait par la CENI, le général Sangaré, nous a-t-on dit, a dû démissionner en chemin hier, notamment lorsqu'il a compris que le résultat allait être donné. Et donc tous ces éléments ne me semblent pas être de nature à mettre les Togolais en confiance par rapport à la crédibilité des chiffres qui sont donnés. On attend simplement la prochaine étape, à savoir celle de la Cour constitutionnelle, pour être située définitivement. La commission électorale a noté un faible taux de participation. 40,1% des électeurs togolais se sont abstenus. Le taux de participation est plus faible qu'en 2010, de pratiquement 10 points de moins. Et vous savez que pendant plusieurs mois au Togo, il a été question dans le débat public des réformes politiques. Alors, un certain nombre d'acteurs ont annoncé aux populations qu'il n'y aura pas d'élection. Il a été annoncé que le président sortant n'allait pas se présenter. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme, qui ont appelé les électeurs à ne pas aller voter. Outre le président sortant Faure Gnassingbé et l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y avait 3 autres candidats à ce scrutin. Aimé Tchabouré Gogué est arrivé 3e avec 3,8% des voix. Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus au sein du Front populaire ivoirien. Ce mardi, les opposants à Pascal Affi N'Guessan ont annoncé que l'ancien président Laurent Gbagbo, toujours retenu à la haie, a été élu nouveau président du parti avec 99% des suffrages. Du côté de Pascal Affi N'Guessan, qui reste président du parti au regard de la justice ivoirienne, on rappelle que la candidature de Laurent Gbagbo a été invalidée par la justice. La tension est donc à son comble au sein de la formation politique. Sommet extraordinaire de la SADC sur l'industrialisation. Il se tient actuellement à Harare, au Zimbabwe, à l'occasion de considérer l'adoption d'une stratégie commune pour accélérer l'industrialisation au sein des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Kekeli Afeto. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se tient à Harare, au Zimbabwe, depuis ce mercredi. Cette rencontre, qui a pour thème une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation, servira de cadre de réflexion sur des projets de développement de ce groupe régional de 15 membres. Les enjeux de ce sommet sur la stratégie d'industrialisation régionale sont surtout le développement économique, la transformation des matières premières et aussi la production de beaucoup de produits pour la sous-région, parce que on peut dire que c'est une région où il y a beaucoup de croissance. On peut parler de Mozambique, de Namibie, de l'Angola. Mais par ailleurs, on peut déplorer que dans cette région, il y a des économies qui ne sont pas à la même vitesse. Par exemple, on peut parler de l'économie tanzanienne qui s'oriente vers le côté libéral, l'économie de l'Angola qui se développe très bien, mais mal organisée. On peut aussi parler de Mozambique, le nouveau pays qui a un essor très développé. Et l'Afrique du Sud, dont l'économie commence à stagner. Avec un PIB d'environ 650 milliards de dollars, la SADC a toujours cristallisé les attentes et les espoirs des populations de cet espace communautaire. Mais le fort taux de croissance qu'elle affiche n'empêche pas certains observateurs de nourrir quelques regrets. Ce qu'on peut déplorer, c'est le manque de cohérence, de convergence au niveau de la politique sociale de ces pays. Et aussi, on peut ne pas oublier de parler de xénophobie qui se passe en Afrique du Sud, liée aussi à problèmes économiques de l'Afrique du Sud. C'est un contexte particulier parce que ça se passe déjà au Zimbabwe. On sait bien, on connaît bien le Zimbabwe avec sa politique qui ne va pas dans le bon sens, surtout avec les Blancs zimbabwéens. Et on peut aussi dire que c'est une économie qui n'est pas dans l'esprit, vraiment dans le sens de se développer, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Ce sommet qui prend fin ce jeudi 30 avril devrait déboucher sur l'adoption d'un projet de stratégie et d'une feuille de route vers l'industrialisation de la zone. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.